Nouvelle édition d'information sur la télévision. Après l'attaque armée au domicile du député Ben Omar du RDP Jama, le siège national du PNDS Taraya a été victime d'une attaque la nuit dernière. Bilan 3 blessés. Déclaration conjointe ce matin de la mouvance pour la renaissance du Niger et l'Alliance pour la République et le changement. Au centre de cette déclaration, la situation sociopolitique de notre pays, très tendue ces derniers temps. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information qui reçoit ce soir comme invité Monsieur Victor Onadja. Il est le chef de la mission de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIC International, un institut donc basé au Burkina Faso. Le temps de revenir de parler donc à l'entretien avec notre invité. Retenez que l'actualité de ce jour reste dominée par le siège national du PNDS Taraya qui a été donc la cible donc la nuit dernière vers 4h du matin par des individus non identifiés. Bilan 3 personnes blessées qui dormaient dans l'enceinte du Parti Rose. Le constat de cet incendie, de cette attaque donc avec Hassan Saleh Moustapha. 2 jours seulement après l'attaque du domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale Mohamed Ben Omar, c'est le siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, qui a été attaqué dans la nuit du mercredi à jeudi aux environs de 4 heures. Des individus non identifiés portant des bidons d'essence se sont introduits dans le local du siège du parti pour commettre leur forfait avant de prendre la fuite. Pierre Fumoko Gado du comité exécutif national du PNDS Taraya explique. Des individus à bord d'une Mercedes noire ont lancé 3 bidons d'essence de 4 litres dans notre siège national. Un des bidons a atterri sur le toit et n'a pas pris feu. 2 autres ont atterri sur la terrasse où se trouvaient couchés quelques militants qui étaient endormis. Un des bidons a pris feu et a explosé, aspergeant du coup tous ceux qui étaient à côté. Il y a eu 3 brûlés, dont un très grave, qui a eu tout le thorax, tous les membres supérieurs donc brûlés. Et tous les 3 se trouvent actuellement à l'hôpital national de Niamey. Il s'agit bel et bien d'une attaque criminelle. Le seul indice que nous avons, c'est que lorsque les gens se sont réveillés brusquement, ils ont vu 3 individus donc prendre la fuite à bord d'une Mercedes dans la ruelle adjacente. Les personnes brûlées ont été évacuées d'urgence à l'hôpital national de Niamey, mais leurs vies ne sont pas en danger, rassure Dr Ado, chirurgien à l'hôpital national. Ils étaient venus vers 4h, 4h30. Il y avait 2 victimes, un qui était sérieusement brûlé, en fait la surface à peu près 40%. Et c'est un homme de la soixantaine qui semble sérieusement atteint. Donc on ne peut pas dire le pronostic est engagé, mais c'est des blessures très sérieuses que ça nécessite une réanimation. L'autre, ça va beaucoup mieux, il a un peu moins de 10%. Il n'y a rien d'inquiétant, mais c'est assez sérieux. C'est pour la première fois qu'un siège d'un parti politique fait l'objet d'une attaque de la sorte à Niamey. Les résultats de l'enquête ouverte sur cette affaire permettront de connaître les auteurs de cette acte. La mouvance pour la renaissance du Niger et l'Alliance pour la République et le changement ont rendu public ce matin une déclaration. Entre autres questions développées par les partis de la majorité au pouvoir, les agissements de l'opposition tendant à instaurer un climat de crise politique au Niger selon eux et les dernières manifestations des étudiants de l'université de Niamey. La déclaration est lue par Moussa Seboukassé, membre de l'AMRN. La situation qui prévaut aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que d'aucuns qualifient de crise politique, relève de l'alchimie politique dont seul l'opposition nigérienne en a le secret. La sérénité a quitté l'opposition depuis que les députés de la majorité ont déposé un projet d'amendement à la résolution portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale visant à combler le vide sur les modalités de votation de la motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale. Or, ce projet d'amendement du règlement intérieur constitue le dernier verrou pour en finir avec cette incohérence qui voudrait qu'un président de l'Assemblée nationale minoritaire
en rupture de confiance avec la majorité des députés, continue à trôner à la tête de l'auguste institution. C'est pourquoi l'opposition, en soutien à M. Hamamadou, voudrait par tous les moyens transformer cette question de son départ du perchoir en une crise politique qui bloquera l'institution, voire toute la République. Dans cette perspective, les Nigériens sont témoins contre toute décence politique et contre les lois et règlements de la République. L'opposition nigérienne continue d'entretenir une tempête dans un verre d'eau. Mieux, l'opposition sous sa houlette continue à méconnaître les arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle. Le déroulement théâtral de la plénière du samedi 17 mai 2014 en est la parfaite illustration. Si l'introduction du projet de modification du règlement intérieur a été l'élément déclencheur de la situation qui prévoit l'hémicycle, le renouvellement du bureau a été quant à lui l'instrument de camouflage et de blocage des activités, ce malgré l'arrêt pertinent numéro 4 du 7 mai 2014 émis par la Cour constitutionnelle. Sur le front social, l'accalmie observée sur l'ensemble des secteurs de notre pays, liée d'une part aux nombreux acquis engrangés ces dernières années par les partenaires sociaux et d'autre part à la volonté permanente de dialogue du gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffeni, est perturbée par des actions sporadiques des élèves et étudiants dans la ville de Niamey. Sans dénier aux scolaires et étudiants nigériens le droit de réclamer leurs droits, la MRN et l'ARC constatent la persistance chez eux de pratiques de vandalisme à l'image des actes qu'ils ont perpétrés récemment à Niamey. L'objectif de ces actions s'inscrit dans l'agenda global visant le blocage des institutions. C'est dire qu'ayant échoué dans leur tentative de mettre en cohabitation le président de la République, l'opposition fait feu de tout bois. Elle suscite, anime, encourage et coordonne des actions susceptibles de contribuer à ce que le Niger cesse d'être un vaste chantier qu'il est devenu. En effet, elle supporte difficilement l'adhésion et le soutien de l'écrasante majorité de la population nigérienne au programme de la Renaissance. Elle supporte mal également le soutien de la communauté internationale à notre pays, aussi bien sur le plan du financement que sur celui de la sécurité. Elle supporte enfin mal les importantes réalisations du gouvernement de la Deuxième République. Au regard de tout ce qui précède, la MRN et l'ARC réaffirment leur soutien au président de la République et au gouvernement pour l'excellent travail accompli. Condamnent avec vigueur les attaques perpétrées au domicile du député Mohamed Ben Omar et demandent aux autorités compétentes d'identifier et de traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires conformément aux lois et règlements de la République. Soucieux de la paix et de la sécurité de notre pays, condamne la dégradation des biens publics et privés opérée le 20 mai 2014 à Niamey lors des manifestations illégales organisées par les étudiants. Demande aux députés de l'opposition de reprendre leur place dans les instances de décision de l'Assemblée nationale et de se conformer à l'arrêt numéro 6 du 15 mai 2014 de la Cour constitutionnelle dans l'intérêt bien compris de la démocratie. Lance un appel à tous les députés pour accélérer l'examen des nombreux dossiers en souffrance dans l'hémicycle. Appelle les médias à plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Souhaite un hivernage fécond à nos paysans qui viennent d'engager les travaux champêtres. Souhaite un bon déroulement des examens scolaires de fin d'année. Exprime leur solidarité et leur compassion au gouvernement et au peuple nigérien suite au rapt des jeunes filles et aux attentats de Kano et de Jos. Je l'annonçais au début de cette édition d'information, nous recevons comme invité l'enseignant-chercheur Onaja Victor. Il est le chef de mission de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIC international basé au Burkina Faso.
Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question pour commencer. Présentez-nous votre institut ISIC International. Ok, merci beaucoup. Avant de rentrer vraiment en profondeur dans le débat, nous tenons à remercier beaucoup les autorités nigériennes et l'ensemble de la population, car durant notre séjour, nous avons été tellement bien accueillis que nous disons merci. Exactement, l'ISIC International existe depuis 20 ans. Et elle a contribué à mettre à la disposition du peuple burkinabé et africain des formations de qualité avec des étudiants vraiment très pointus qui ont participé à la croissance des économies de certains États en Afrique. Au Burkina, vraiment, nous avons fait un travail vraiment très noble et nous avons le soutien de toutes les autorités. Donc l'ISIC International est une institution qui s'est érigée aujourd'hui à l'université et elle fait des formations assez pointues, car elle a des professeurs vraiment de haut niveau et de haut rang. L'ISIC International a 2 instituts aujourd'hui, puisqu'elle est devenue Université Oum Nouvelle. Nous avons le l'ITRIGEC et l'Université ISIC elle-même. L'ISIC elle-même est devenue aujourd'hui une institution au sein de l'université. Alors, quelles sont les filières de formation dans votre institution? Est-ce que ISIC International dispose quand même des enseignants en quantité et en qualité pour satisfaire les étudiants? Ok, je vous remercie. L'ISIC International aujourd'hui a un partenariat assez vaste au niveau international. Et je tiens aussi à souligner que nous sommes membres titulaires du CAMES. Donc grâce à nos partenariats des universités telles que l'Université de Montréal, Chicoutimi au Canada, l'Université de Lyon, l'Université de Marseille, et on a tellement de partenariats. Ce partenariat-là nous permet d'avoir des professeurs de qualité, parce qu'on a, grâce à nos partenaires, on envoie des professeurs de ces pays-là qui viennent à donner des formations de qualité aux étudiants. Et nous aussi, nous envoyons aussi là-bas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a en tout cas un dispositif et un corps professoral vraiment haut de gamme, de très haut niveau, qui permet vraiment de faire sortir, des étudiants qui sont à la hauteur et aux ambitions de nos États. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer votre offensive en direction du Niger? Ok, pour le Niger, depuis un certain temps, nous avons senti qu'au sein de notre université, les jeunes Nigériens ont un certain engouement, parce que les chiffres ont augmenté. Au niveau de l'université même. Ok. Donc, suite à certains entretiens, ils nous ont dit, nous on est venus se former au Burkina au sein de l'ISIC, et nous sommes tellement satisfaits, et quand ils viennent au Niger, vraiment il faut reconnaître qu'ils s'insèrent facilement dans le tissu économique. Donc ils ont dit, il est souhaitable que vous venez au Niger en discuter avec les gens pour leur montrer réellement ce que vous offrez, car nous sommes satisfaits. C'est dans ce cadre, une mission a été en tout cas dirigée vers le Niger dans l'optique de communiquer assez avec la population nigérienne pour leur montrer réellement ce qu'on peut leur proposer. Est-ce qu'on peut avoir exactement un nombre d'étudiants qui fréquentent cette école, cet institut ISIC International? Exactement. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 étudiants. 5000 étudiants. Nous avons déjà formé 4000 étudiants qu'on a déjà mis sur le marché de l'emploi et qui sont vraiment aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous appellent pour nous remercier ce geste. Même le gouvernement nous apporte tout son soutien, parce que nous accompagnons réellement l'émergence, en tout cas des États. Alors, quelles sont les innovations que vous apportez pour créer quand même un cadre décent de formation à ISIC International? Ok, déjà je tiens à souligner aussi que l'ISIC déjà c'est une superficie de 5200 au niveau de Ouaga et au niveau de Bobo. Au niveau de Bobo, en tout cas, il y a une certaine infrastructure vraiment de haut niveau qui permet d'accueillir des étudiants. Au niveau de Bobo, le campus de Bobo qu'on a construit sur une superficie de 5200 km² est un campus qui répond aux normes académiques et aux normes en termes d'hébergement. Nous pouvons héberger beaucoup d'étudiants au niveau de Bobo. Alors, à ISIC International, les étudiants sont assurés à printemps, c'est bien ça? Exactement. Vu que déjà l'ISIC est dans une démarche qualité, depuis un certain temps, l'ISIC, tout étudiant qui est inscrit à l'ISIC est assuré. Ça veut dire qu'aucun parent ne peut s'inquiéter d'envoyer son enfant à l'ISIC. Une fois que vous envoyez votre enfant à l'ISIC, il est assuré. On a même une infirmerie avec des docteurs compétents pour chaque fois, au cas où il y a des problèmes de santé, traiter gratuitement nos étudiants. Donc vraiment, à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. Alors, requis la création de l'ISIC International, quels sont les investissements que vous avez eu à faire et quelles sont vos priorités?
Bon, les investissements, je vais juste m'atteler sur l'investissement récent, l'université de Bobo, c'est celle de Bobo qui en tout cas a plus de 2 milliards. 2 milliards avec vraiment un bâtiment qui fait la fierté de l'Afrique. Parce que l'ISIC, c'est l'ambition de quelqu'un qui a une vision. Depuis 20 ans, il arrive à s'imposer dans le milieu de la formation. Aujourd'hui, on peut même, on ne craint pas, et nous sommes même le leader de la formation privée au Burkina. Nous appliquons le système LMD à la lettre. C'est quoi le slogan de ISIC International? ISIC International, le slogan de ISIC International, c'est quand vous regardez, c'est l'excellence. L'ISIC International dirige tout ce qu'elle offre en formation, l'excellence. Donc l'excellence au profit de l'Afrique et l'excellence au profit de tous les en tout cas les futurs cadres de l'Afrique. Si vous voyez, on dit depuis 92 20 ans au service de l'excellence. Donc l'ISIC est vraiment la conquête au quotidien de l'excellence à travers réellement ce qu'elle offre pour accompagner en tout cas surtout la jeunesse africaine. Nous aujourd'hui au Niger, nous venons vers le Niger parce que il faut aller dans une dynamique d'intégration. Aujourd'hui les jeunes que nous formons au Burkina, les Nigériens qui viennent se former au Burkina, ils se forment avec des étudiants burkinabés. Et lorsqu'ils sont des cadres, ça permet la vraie intégration. Et ça permettra à l'Afrique vraiment d'aller de l'avant. Et si vous voyez même sur le sport, on dit l'ISIC, c'est les générations futures africaines. Il faut les former. Et cela demande réellement qu'ils se connaissent, pour que l'intégration permette à chaque État et à notre joyau qui est la CEDEAO et l'UMOA d'aller vers l'émergence dans une même direction. Alors, parlons de du coût de la formation à ISIC International. Ok. Bon, le coût de la formation d'ISIC, c'est pas aussi cher, vu réellement toutes les dispositions qui sont prises. Quand vous prenez par exemple la première année, ça fait 450 000. Avec tous ces procès que nous envoyons de l'étranger, les infrastructures, l'assurance, la sécurité. Et la deuxième année, ça vous fait 510 000. Et la licence, ça vous fait 650 000. Et parce que nous, on a adapté les coûts aux réalités africaines. Alors, pour finir, Victor, vous êtes donc à Niamey depuis quelques jours. Et vous comptez ce samedi rencontrer des personnalités. Exactement. Et même pour expliquer un peu c'est quoi la particularité de ISIC International, c'est bien cela. Exactement. Donc, nous invitons tous les parents d'étudiants qui sont inscrits actuellement et les anciens parents d'étudiants et la population, en tout cas tous ceux qui sont sensibles et qui sont à la quête du savoir et de l'excellence. De faire vraiment un tour le samedi 24 mai à 16h au palais de congrès pour vraiment venir partager avec nous ce que l'ISIC est venu pour proposer à la population nigérienne dans l'optique vraiment que le Niger émerge grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Merci bien Victor Onaja. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur, vous êtes chef de mission de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIC International et basé au Burkina Faso. Exactement. Bonne chance à ISIC. Ok, merci beaucoup, nous vous remercions infiniment. Voilà, la suite de ce journal accusé d'être responsable des dernières manifestations étudiantines réprimées par les forces de l'ordre. Le directeur général de l'agence nigérienne pour les allocations et bourses, ANAB, donne sa version des faits. C'était cet après-midi lors d'un point de presse qu'il a animé. Le résumé avec Hassan Saleh Moustapha. Mardi 20 mai dernier, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient dans les rues de la capitale pour une violente manifestation au cours de laquelle ils ont tout cassé sur leur passage. Ils ont accusé le directeur général de l'Agence nationale des allocations et de bourses ANAB d'être à la base de cette manifestation. Cependant, l'accusé Alassane Boubacar Gao rétorque en apportant ses précisions. La décision qui leur accorde l'aide sociale, la dernière en tout cas, parce qu'il y en a 3, la première décision et la deuxième, le total faisait 4284 étudiants. Nous avons vérifié les états, nous avons signé ces états et ils étaient entre les mains du comptable qui était en train de payer. Maintenant, la décision qui est sortie le 19 mai, c'est d'elle qu'il s'agit. Donc, dès que nous l'avons reçue, mes agents, en collaboration avec les étudiants eux-mêmes, se sont mis à élaborer les états de paiement. Jusqu'à 23h,
mes agents étaient en train, avec les étudiants, d'élaborer ces états-là. Vous comprenez que je ne peux pas rester à attendre des états, je ne sais pas à quelle heure ça va finir. Et honnêtement, entre nous, nous sommes des humains. À 23h, je suis fatigué, je ne peux pas faire de vérification fiable. Je suis allé à la maison. Le matin, à 8h30, le directeur des bourses, qui avait pris ces états-là, est venu me les présenter. DG, concernant la décision numéro 053 du 19 mai 2014, voilà les états que nous avons élaborés. D'habitude, je fais mes vérifications et je signe si je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, comme c'est le cas ici, je ne signe pas la page. Ici, cette page-là, vous voyez du rouge. Eh bien, il y a 8 doublons. Partout où il y a un nom qui est répété 2 fois, je ne signe pas. Ça veut dire ici, il y a 8 doublons. 1 200 000 francs qui devaient partir, je ne sais pas où. Ensuite, là, c'est cette page-là. Vous voyez en bas, ce sont 2 appelés du service civique national, actuellement en service civique national. Je tiens ces documents à la disposition de celui qui veut. On retrouve leur nom sur la liste des appelés du service civique. Ça veut dire qu'ils perçoivent les pécules et ils veulent percevoir l'aide sociale. Je ne peux pas signer cette page. Là, vous voyez, pour cette faculté, j'ai trouvé, l'erreur que j'ai trouvée, c'est une erreur de total. Mais j'ai le droit de le signaler au comptable. Ce n'est pas 184 800 000 qu'il doit payer, mais 184 950 000. Parce qu'il y a un étudiant qui n'a pas été pris en compte. Une situation qui a amené le directeur général de l'ANAB à s'interroger sur les vrais motifs de la manifestation spontanée des étudiants. Franchement, je dis, quand on vous confie un mandat, il faut le faire honnêtement. Ne pas abuser de la confiance de vos camarades en les induisant en erreur pour votre propre compte. Je ne crois pas que j'ai des problèmes particuliers avec quelqu'un. Non. Ce sont des partenaires. Ils étaient dans mes murs jusqu'à 23h. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, mais je lui dis de quitter la NAB, c'est moi le DG. Je les laisse ici travailler, je m'en vais, ce sont des étudiants. Ils ne doivent pas être ici. Mais vraiment, on était ensemble, je n'ai rien compris honnêtement jusqu'à aujourd'hui de leurs agissements. Mais en tout cas, eux, ils savent de quoi il s'agit. Eux, je suis sûr, ils n'ont pas fait ça pour l'intérêt de leurs camarades. Selon l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, il n'y a aucune manipulation derrière leur mouvement. Ils ont juste à réclamer leurs droits. Précisons qu'au terme de leur manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre, une 60aine d'étudiants ont été arrêtés et plusieurs autres blessés. Pour sa part, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, il a animé donc ce matin un point de presse. Celui-ci donc est relatif au dernier mouvement d'humeur des étudiants de l'université de Niamey ayant occasionné un affrontement avec les forces de l'ordre. Le résumé de ce point de presse avec Asman China. Ce point de presse du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens vise à éclairer l'opinion nationale et internationale sur les raisons qui ont conduit les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey à manifester le mardi dernier, mais aussi de répondre aux propos de certaines autorités. Le comité exécutif de l'UNUN était sorti manifester son mécontentement vis-à-vis du laxisme, en tout cas du DG de l'ANAB, qui pense gérer l'administration à la guise de sa famille. Et il y avait eu des incompréhensions parce que ce monsieur, son orgueil personnel a toujours primé sur le sens de la responsabilité dont il doit faire montre en tant que responsable administratif. Ce qui a amené des étudiants mécontents par rapport au refus de signer la liste, en tout cas de l'aide sociale. Ils ont agi et vous connaissez la situation. Hier, on a suivi aussi quelques responsables, notamment le gouverneur de la région de Niamey, qui accusait les étudiants des actes de vandalisme. Nous disons que les actes qui ont été posés, c'est parce que quelque part les étudiants ont été provoqués. Les actes qui ont été posés, c'est parce que quelque part ces régimes
est toujours laxiste par rapport aux revendications qui posent nos sections. C'était le cas de la section lycéenne collégienne à un certain moment de Niamey, c'était le cas de certaines sections de l'intérieur du pays et ça a de tout temps été le cas de la section Enoun. Vous avez vu comment le siège de l'ISN a été saccagé au vie et aussi de tout le monde et on nous parle de la loi et on nous parle du respect de la loi et on cherche à nous sermonner ou à nous donner une leçon de morale. Nous attirons l'attention des camarades. Nous leur demandons de ne pas s'en prendre au bien public. Nous leur demandons de ne pas s'en prendre autant pour moi aux biens particuliers, c'est-à-dire aux biens qui appartiennent à des personnes privées. Parce qu'ils peuvent être nos parents, ils peuvent être en tout cas des personnes innocentes qui n'ont rien à voir. Donc nous leur demandons vraiment de ne plus s'en prendre en tout cas aux biens privés quand nous sommes dans des manifestations. Ce mouvement des étudiants vient davantage fragiliser le secteur éducatif nigérien déjà touché par la grève des enseignants. Ce communiqué de presse du comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La coordination nationale du Croisade s'est réunie en session extraordinaire ce jeudi 22 mai 2014 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du Niger. La coordination nationale du Croisade 1 appelle la classe politique nigérienne à un sursaut patriotique pour préserver la démocratie chèrement acquise. 2. Condamne les vagues d'arrestations et d'interpellations qui ont eu lieu dans les rangs des acteurs de la société civile, des médias et des étudiants. 3. Déplore la dégradation des biens publics et l'usage de la violence comme mode de revendication par des manifestations. 4. Condamne avec la dernière énergie la répression barbare et aveugle de la manifestation scolaire par les forces de défense et de sécurité. 5. Exige la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des militants arrêtés. 6. Rappelle au régime de la 7e République que le droit à la sûreté personnelle, la liberté d'expression et la liberté d'association constituent des droits fondamentaux, des droits humains. Ces droits sont proclamés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifié par le Niger et la Constitution nigérienne du 10 novembre 2010 auquel nous devons respect et protection qui garantit par ailleurs que nul ne peut être détenu arbitrairement. Et enfin, 7. Fait confiance à l'indépendance de la justice, pilier de l'état de droit et gardienne des libertés individuelles et collectives pour la libération de notre camarade Amadou Hassan Boubacar. Pour la coordination nationale du Croisade, le vice-président Ali Idrissa. L'acteur de la société civile, Mamadou Arzika, était ce matin devant le juge du deuxième cabinet dans le cadre de son procès pour jet de discrédit sur une décision de justice. Son avocat, maître Kader Chebou, s'est dit confiant quant à l'issue de ce procès. On l'écoute. Nous avions été entendus dans un premier temps, mais au moment de la première audition, l'élément matériel sur la base duquel on devait entamer l'audition n'était pas opérant. C'est-à-dire les cassettes qui contiendraient les propos qu'on avait considérés comme un jet de discrédit. Donc nous n'avions pas été en mesure le jour-là d'entendre ces cassettes, ou du moins le juge d'instruction n'a pas été en mesure de nous les faire entendre. Donc il a suspendu l'audition en attendant qu'il trouve donc une radio-cassette pour nous faire entendre donc ces éléments. Et depuis lors, la procédure n'avait pas bougé jusqu'à ce qu'on ait changé de magistrat. Donc celui qui est revenu a repris la procédure. Il faudrait bien la terminer avant la prescription. Parce que si dans l'intervalle de 3 ans, rien n'a été fait, la procédure serait prescrite. C'est pourquoi donc il nous a convoqués à nouveau pour qu'on puisse donc terminer donc cette procédure. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il n'y a pas donc cette radio qui aurait permis à ce qu'on puisse écouter ces cassettes. Et ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on ait engagé une poursuite qui aurait pu conduire notre client en prison sans au préalable. On ait des éléments qui pouvaient fonder la poursuite. On avait mis à l'époque la charrue avant les bœufs. Mais enfin, on comprend pourquoi ça avait été fait. Déjà, on cherchait M. Nuhu par tous les moyens.
On n'a pas pu donc avoir ces moyens. Il avait fallu qu'un magistrat porte plainte contre lui à l'époque pour violence et voie de fait. Et on a donc profité de ça pour sortir le dossier qui était dans le tiroir, pour faire sa fête à M. Nouarzaka. Donc nous pensons, comme l'avons toujours dit, cette infraction n'était pas constituée. Dans cette espèce, c'était la loi sur la presse qu'il fallait appliquer, et non pas l'article 72 du Code pénal. Et même si cet article a été appliqué, il ne pouvait pas servir de base légale, parce que dans cette circonstance, ce n'est pas l'auteur principal qui est poursuivi, mais les gérants et les éditeurs. On ne peut pas, alors qu'eux ne sont pas poursuivis, qu'on poursuive celui qui avait parlé. Donc, quel que soit l'angle sur lequel on prend l'affaire de M. Nouarzaka est innocent, on ne peut pas le poursuivre. Nous sommes dans un état de droit, nous le disons et nous continuons à le dire. Et il faut que ça soit ainsi. La responsabilité du juge qui a le dossier en charge risque d'être engagée s'il ne clôturait pas son dossier dans le temps légal. Donc, il faut que les gens le comprennent. Ceux qui ont, c'est pas qu'on ait réveillé ce dossier pour faire par malveillance, non. Le dossier a été réveillé pour le besoin de la procédure. Mais nous sommes confiants et nous disons qu'à la fin de son instruction, le juge va accorder un non-lieu à M. Bari. Ouverture ce matin d'une journée d'échange et d'information sur la contribution des médias dans la lutte contre la corruption au Niger. Cette rencontre organisée par la Halcia avec les médias vise à accompagner les pouvoirs publics dans la prévention et la lutte contre la corruption dans notre pays. Le compte rendu avec Nafis Zakou. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia poursuit sa série de rencontres d'échanges et d'informations avec les acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption. Cette fois-ci, ce sont les hommes et les femmes des médias. Occasion pour le vice-président de la Halcia de revenir sur les missions de cet organe. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia. Il s'agit d'un organe permanent de l'État avec pour mission 1. Suivre et évaluer le programme gouvernemental de lutte contre la corruption. 2. Recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et infractions dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées. 3. Mener toute étude ou investigation et proposer toute mesure juridique, administrative et pratique de nature à prévenir ou juguler la corruption. Diffuser et vulgariser les textes relatifs à la lutte contre la corruption. 5. Identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics. Et enfin, 6. Accomplir toute autre mission confiée par le président de la République. En ouvrant cette journée d'échange et d'information sur la contribution des médias dans la lutte contre la corruption, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions se félicite de cette initiative de la Halcia. Mon département ministériel se félicite donc de cette initiative de la Halcia, qui, à travers cette démarche participative et interactive, impliquant l'ensemble des forces sociales de notre pays, renforce la lutte contre la corruption. Au demeurant, il s'agit pour la presse nigérienne d'un vieux combat, car par ses analyses, investigations et dénonciations sur les tares de notre société, dont entre autres la corruption, la presse nigérienne a généralement toujours su donner de la matière aux organes de contrôle en matière de lutte contre la corruption. Les médias sont donc des acteurs incontournables dans la lutte contre ce fléau. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée par notre pays, engage chaque État partie à prendre des mesures appropriées pour favoriser sa participation à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène. Cette convention engage ainsi les médias à mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes, à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Au cours de cette journée, l'opportunité sera donnée aux hommes des médias de se pencher sur les fonctions sociales des médias, les principes déontologiques de la profession, mais aussi de définir ensemble la contribution des médias dans la prévention et la lutte contre la corruption. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.